Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Bonjour. Aujourd'hui, on a une pile de documents étalés sur la câble qui est absolument fascinante. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est très dense. Vraiment dense, oui. Ce sont des rapports qui intéresseront quiconque se penche un peu sur la géopolitique de l'énergie en ce moment. Tout à fait. En fait, ces documents décortiquent un mouvement stratégique assez majeur. On parle de la réaction de l'Italie face aux bouleversements mondiaux actuels. C'est ça. Et l'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment une crise qui a son épicentre au Moyen-Orient est en train de modifier physiquement le cheminement de l'énergie. Physiquement, oui. C'est très concret. Absolument. On va voir comment l'Algérie devient la clé de voûte de toute cette stratégie italienne. Et pour donner une idée de l'impact réel de tout ça, il est assez vertigineux de constater que l'inflation sur les factures domestiques en Europe, L'inflation qui touche tout le monde en ce moment, oui. exactement, eh bien on voit qu'elle est directement liée à la logistique d'un seul détroit situé à des milliers de kilomètres de là. Hmm. On assiste à un basculement où de gigantesques tuyaux sous-marins sont tout simplement privilégiés face aux navires géants. Des tuyaux d'acier contre des flottes entières. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il est essentiel de poser le diagnostic sur la vulnérabilité de l'Italie. Ce qu'il faut bien comprendre d'emblée, c'est à quel point la géographie dicte la politique économique. Mhm. Si on regarde les données qu'on a sous les yeux, le contexte actuel, ce sont des tensions persistantes au Moyen-Orient, Des tensions qui provoquent une volatilité extrême, on est d'accord? une volatilité énorme, oui, et une hausse directe des prix mondiaux du gaz. Et dans ce contexte, l'Italie se trouve dans une position particulièrement exposée. Parce que c'est une nation très industrialisée. Exactement. Très industrialisée et qui dépend massivement des importations pour faire tourner son économie. Il faut maintenir la production manufacturière et, évidemment, chauffer les foyers. Et là, les documents mettent en évidence un chiffre qui illustre parfaitement cette fragilité. Le fameux chiffre des 34%. C'est ça. Environ 34% des importations italiennes de gaz naturel liquéfié proviennent d'un seul fournisseur. Le Qatar. Le Qatar. Un tiers de l'approvisionnement en GNL qui repose sur un seul acteur. C'est un risque de concentration énorme pour un pays de cette taille. Gigantesque même. Et c'est là que la logistique entre en jeu. Parce que ce gaz, il ne se téléporte pas. Non, malheureusement. Une fois liquéfié à très basse température, il doit voyager à bord d'immenses navires, les méthaniers. Et le parcours maritime depuis le Qatar, il n'est pas simple. Il implique de traverser un point très précis. Le détroit d'Ormuz. Voilà. Et pour ceux qui suivent les marchés de l'énergie, Hormuz, ce n'est pas qu'un simple trait bleu sur une carte. C'est l'un des goulots d'étranglement les plus critiques de la planète. C'est un peu comme si, imaginons une autoroute géante, Mhm. et que tout le trafic d'un pays devait passer par un seul péage à deux voies. C'est exactement l'idée. Et le problème avec ces goulots d'étranglement maritime, ce n'est pas seulement le risque d'un blocage physique total. C'est toute la chaîne de conséquences derrière. Ouais. Dès que l'incertitude grimpe dans cette zone, les primes d'assurance maritime explosent. Ah oui, les assureurs n'aiment pas l'incertitude. Absolument pas. Pour les armateurs, ça coûte une fortune. Et ensuite, il y a la question latente, de la congestion. Un embouteillage de navires géants. C'est ça. Un navire méthanier immobilisé ou qui doit ralentir, c'est une perturbation immédiate sur ce qu'on appelle le marché spot, le marché des livraisons immédiates. Et l'incertitude est devenue telle que le gouvernement italien a dû tirer la sonnette d'alarme. Il n'avait plus choix. S'en remettre à une flotte de navires traversant des zones de turbulence n'est plus viable. Surtout pour assurer la charge de base énergétique d'un pays du G7. Il faut de la prévisibilité, il faut une alternative solide. Ce qui nous amène directement à un véritable changement de paradigme dans notre analyse. Si l'eau et les routes maritimes deviennent synonymes d'instabilité, On se tourne vers la Terre. voilà. La solution logique, c'est la terre ferme. L'Italie opère un pivot spectaculaire vers les gazoducs. Et quand on y pense, la logique industrielle est implacable. Une infrastructure enfouie sous terre, Opposée au fond de la mer, oui. ça ne se soucie pas des primes d'assurance Ça ne subit pas les tempêtes non plus. et ça ne fait pas de détour de milliers de kilomètres pour éviter une zone de conflit. Exactement. C'est un flux continu, c'est fixe et, en théorie, beaucoup plus facile à anticiper. C'est le triomphe de l'infrastructure physique sur la logistique mobile. Et face à l'urgence de sécuriser ce flux continu, l'État italien a réagi de manière très agressive. Les rapports détaillent la mise en place d'une véritable cellule de crise gouvernementale, Des réunions de très haut niveau. avec les poids lourds du secteur. On retrouve évidemment Eni Le géant de l'énergie qui gère toute la partie exploration et les contrats. et Snam. SNAM, oui, l'entité spécialisée dans les réseaux de transport et la gestion des infrastructures gazières. Leur mission sur le papier, elle a l'air simple,
Trouver comment compenser l'incertitude du GNL maritime par des volumes terrestres. Mais en pratique, c'est d'une complexité redoutable. Ah, c'est un casse-tête monumental. Et c'est lors de ces discussions qu'une infrastructure bien précise s'est imposée comme l'évidence. Le fameux Transmed. Le Transmed, on parle d'un gazoduc transcontinental colossal. Il relie les immenses champs gaziers de l'Algérie jusqu'à l'Italie. En traversant le territoire tunisien, puis la mer Méditerranée. C'est un véritable cordon ombilical d'acier. Et actuellement, les volumes qui y transitent sont déjà impressionnants. Les sources parlent de plus de 20 milliards de mètres cubes. Plus de 20 milliards de mètres cubes de gaz pompés à travers ce réseau. C'est déjà énorme. Mais l'objectif défini par la cellule de crise, c'est d'aller beaucoup plus loin. Ils veulent monter jusqu'où? L'ambition affichée, c'est d'atteindre une capacité de l'ordre de 30 à 35 milliards de mètres cubes par an. 30 à 35. On passe d'un peu plus de 20 à peut-être 35? C'est un saut quantitatif énorme. Et là, il y a une nuance technique fondamentale qu'il faut absolument soulever. Parce qu'on ne peut pas juste tourner une valve plus fort? Non, ce n'est pas un tuyau d'arrosage. Passer de 20 à 35 milliards, ce n'est pas une simple décision administrative signée sur un coin de table. Il y a des limites physiques. C'est de la physique des fluides à très grande échelle. Absolument. Un gazoduc a une capacité maximale théorique. Mais pour l'atteindre, il faut augmenter considérablement la pression dans les tuyaux. Et comment on fait ça en pratique? Ça implique de solliciter massivement les stations de compression. Elles sont réparties tout le long du tracé, que ce soit dans le désert algérien, en Tunisie ou juste avant la traversée sous-marine. Ces stations, ce sont comme de gros moteurs qui poussent le gaz? C'est l'idée. Elles doivent fonctionner à plein régime pour pousser le gaz plus fort et plus vite. Donc cette augmentation dépend entièrement de l'état de l'infrastructure existante. De sa maintenance, de sa robustesse. On ne peut pas compromettre la sécurité de l'ensemble du réseau juste pour aller plus vite. C'est un défi d'ingénierie colossal. Un défi d'ingénierie, oui, mais tout autant un défi diplomatique. Ce qui nous amène à l'acteur incontournable de ce dossier, sur le plan diplomatique et commercial, Sonatrach. la Compagnie nationale algérienne. L'analyse montre que Sonatrach possède un avantage stratégique rare en ce moment. Elle maîtrise les deux tableaux. C'est-à-dire qu'elle possède des installations pour exporter du GNL par navire. Mais elle contrôle aussi le robinet des gazoducs, comme le Transmed. C'est le partenaire idéal pour un pays comme l'Italie qui veut faire une transition rapide d'un mode de transport à l'autre. C'est une position de force remarquable pour l'Algérie. Le choix de Sonatrach est d'ailleurs très clair dans cette crise. Il privilégie les tuyaux. Exactement. Ils augmentent les flux via l'infrastructure fixe pour garantir cette fiabilité que les Italiens exigent, plutôt que d'essayer d'affréter des méthaniers supplémentaires sur un marché maritime qui est déjà saturé et très nerveux. Mais une question se pose. Sonatrach a déjà des clients. Ils ont des contrats de long terme avec d'autres pays. Bien sûr. Comment peuvent-ils soudainement rediriger ou ajouter des milliards de mètres cubes vers l'Italie sans perturber le reste de leurs obligations internationales? C'est tout l'enjeu de la manœuvre. Et c'est pourquoi cet ajustement ne se fait pas de manière brutale. Les données qu'on a ici indiquent que c'est conçu de manière très progressive. Très réfléchi. Oui, l'objectif pour Sonatrach, c'est de répondre aux besoins critiques de l'Italie sans se mettre en défaut vis-à-vis des autres partenaires. Ça demande une gestion millimétrée. Potes à court terme et les engagements contractuels à long terme. Parce que la fiabilité dans ce secteur, c'est de tenir ses promesses commerciales sur la durée, même en temps de crise. Surtout en temps de crise. Et fascinant de voir toute cette machinerie s'activer, qu'elle soit industrielle ou diplomatique. Mais il faut maintenant relier tous ces milliards de mètres cubes à la réalité économique de tous les jours. Parce qu'au bout du compte, cette onde de choc logistique, elle atterrit directement dans le portefeuille des ménages. Et sur le bilan des entreprises. Les conséquences financières détaillées dans les rapports sont saisissantes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les marchés mondiaux, on a observé un bond de près de 20% des prix du gaz. 20%, oui. Le prix du baril de Brent a franchi la barre des $80. Il est crucial de s'arrêter un instant sur ce lien entre le gaz et le pétrole. Oui, pourquoi le Brent influence-t-il le gaz ici fond? Historiquement, de nombreux contrats d'approvisionnement gazier en Europe comportent des clauses d'indexation sur les cours du pétrole brut. Et le Brent est la référence majeure. Tout à fait. Donc, lorsque les craintes de rupture d'approvisionnement font grimper le baril au-delà de $80, ça entraîne mécaniquement une pression à la hausse sur le gaz. Même si fondamentalement, l'offre et la demande de ces deux ressources ne sont pas parfaitement alignées chaque jour. Exactement. C'est un effet de contagion contractuelle et spéculative. Et cette pression ne reste pas confinée aux écrans des traders. Elle se traduit par une facture très salée à la fin du mois. Très salée. Les estimations données par nos sources sont d'une précision glaçante pour les familles italiennes. L'impact direct de ce réajustement se chiffre à une hausse d'environ 120 € par an pour la seule facture de gaz. À laquelle il faut ajouter 50 € pour l'électricité. 170 € de surcoût annuel par foyer.
Ce sont des montants qui pèsent extrêmement lourd. L'énergie, c'est un coût incompressible. Qu'on doive se chauffer en hiver ou faire tourner les machines d'une PME. C'est une ponction directe sur le pouvoir d'achat et sur la compétitivité. Face à un tel choc, le risque d'une contraction économique sévère est très concret. Et c'est pour ça que le gouvernement italien n'a pas pu se contenter d'observer la réorganisation technique de ces entreprises. Il a fallu intervenir sur le front financier. L'intervention a été massive d'ailleurs. Un véritable bouclier financier. Les sources mentionnent une enveloppe de 5 milliards d'euros débloquée en urgence. 5 milliards. C'est un effort budgétaire colossal pour soutenir les factures des consommateurs. Mais comment on gère une telle injection d'argent public ? C'est conçu avant tout comme un amortisseur de crise. Une mesure de court terme pour éviter l'asphyxie financière des ménages les plus vulnérables et des entreprises exposées. Mais on imagine bien qu'un État ne peut pas subventionner éternellement les prix mondiaux. C'est tout le problème. Cette stratégie a ses limites. C'est pour ça que les autorités maintiennent une surveillance constante des marchés. En gros, les 5 milliards achètent du temps. Ils achètent le temps nécessaire pour que la solution structurelle prenne le relais. La solution structurelle, c'est l'augmentation des flux via l'Algérie et le Transmed. Voilà, il faut que cette nouvelle artère stabilise durablement les prix et par une offre abondante. Ce qui rend ce dossier encore plus complexe, c'est que l'Italie n'est pas isolée. Ses réseaux sont liés à ceux de ses voisins. La dimension de la crise est résolument européenne. D'ailleurs, la Commission européenne a dû s'emparer du sujet. Ils ont convoqué d'urgence leur groupe de coordination pour l'approvisionnement au gaz. Une réaction parfaitement logique quand on regarde l'architecture énergétique européenne. Une défaillance de l'Italie aurait des répercussions en chaîne. Si l'Italie venait à manquer de gaz, elle puiserait dans les réserves de ses voisins du Nord via les interconnexions. Ce qui créerait une tension sur tout le continent. Le groupe de coordination a donc évalué les risques liés à la dépendance au GNL qatari et à la fragilité des routes maritimes. La conclusion de ces réunions européennes, selon nos documents, est frappante de pragmatisme. Le consensus ramène inexorablement au même point géographique. L'Algérie ? L'Algérie s'impose comme la solution la plus réaliste et prête à l'emploi. Pas de solution magique donc. Non, juste des relations forgées sur des décennies et une infrastructure existante. Augmenter le Transmed, ce n'est pas une option parmi d'autres, c'est l'option immédiate. C'est vraiment le retour en force des infrastructures lourdes. La crise agit comme un révélateur. Elle montre les limites de la flexibilité des navires quand la géopolitique s'en mêle. Et elle confirme la valeur de l'option terrestre nord-africaine. La carte de la sécurité énergétique est en train d'être redessinée autour de ces artères d'acier. Pour synthétiser ce qu'on vient de décortiquer, on observe un mouvement tectonique. L'incertitude sur les océans pousse une nation majeure à se fier à la roche et à l'acier. L'Italie mise sur les 35 milliards de mètres cubes du Transmed avec Sonatrach. Avec ce bouclier de 5 milliards pour tenir le choc en attendant. Ce qui modifie en profondeur les équilibres européens. Cela amène d'ailleurs une réflexion plus profonde pour conclure. Laquelle ? Si ces gazoducs fixes apparaissent aujourd'hui comme le refuge idéal contre l'instabilité maritime, on peut se demander ce qui se passera demain. C'est-à-dire ? Lorsque ces immenses infrastructures, immobiles par nature, deviendront à leur tour le point focal des futures tensions géopolitiques, en concentrant la sécurité européenne sur quelques tuyaux fixes, ne crée-t-on pas notre prochaine vulnérabilité structurelle ? Une perspective qui donne effectivement matière à réfléchir sur la pérennité de nos choix. C'est sur cette interrogation que se clôture notre exploration. Décortiquer ces dynamiques et voir comment elles finissent par impacter notre facture est toujours passionnant. À très bientôt pour un nouveau décryptage des enjeux de notre monde. Fin de l'analyse.